Merci pour votre présence. Avant de commencer, je voudrais rendre hommage au nom de l'Amicale à deux personnes qui nous sont chères. La première, c'est Michel Marsan qui nous a quittés, qu'on a accompagné ce matin à sa dernière demeure, notre ancien président, historien local qui nous a fait connaître des pans entiers de notre histoire. Et nul doute qu'il aurait été là parmi nous aujourd'hui pour écouter l'histoire de Vincent Mouliat qu'il connaissait très bien. Nuit du 11 au 12 juin 1917. Dans une réserve à betteraves, dans la ferme du Chênay à Mézy, dans l'Aisne, 5 hommes, 5 soldats attendent. Dans cette nuit du 11 au 12 juin 1917, dans cette ferme du Chênay à Mézy, dans l'Aisne, 5 soldats attendent la mort. Ces 5 hommes sont des combattants. Ces 5 hommes se sont battus depuis 3 ans. Et maintenant, ils viennent d'être condamnés par le Conseil de guerre. Condamnés à mort. Mais c'est déjà l'enfer, le premier enfer de la Grande Guerre. Et il est là, dans cet enfer, Vincent Mouliat. Et ça tombe, des pertes terribles, dira le soir le capitaine. Terrible, oui. On tient un moment face à la pression allemande, et puis c'est la retraite. Vincent Mouliat est à l'arrière-garde. De temps en temps, on fait face aux Allemands, on met un genou à terre et on tire. À un moment, une bombe explose à 2 mètres de lui. Il est entièrement enseveli dans la terre. Mais il en sort, il se relève, tout étonné d'être encore en vie. Et il voit un grand Allemand qui fonce vers lui, la baïonnette pointée. La baïonnette qui le frappe au visage. Il sent le froid de l'acier dans sa joue. Mais lui aussi, il a une baïonnette. Et il la plante dans le ventre de l'autre, qui tombe au sol avec un cri affreux. Et il se relève. Il s'aperçoit que du sang lui coule de partout. Il a la joue coupée en 2. Il rentre dans un champ de luzerne. Et il s'en va, tant bien que mal, rejoindre les copains. Eh oui, les tranchées, ça commence. Et ça va durer jusqu'au bout, les tranchées. Mais les tranchées, c'est un mot, ça, les tranchées. Qu'est-ce que c'est, les tranchées? Oui, alors bien sûr, il y a des photos. Oui. Il y avait des photos dans les magazines comme l'Illustration. Magnifiques, les tranchées. C'était comme tracé au cordeau, avec des parapets merveilleux, et puis des sacs de sable bien disposés, tout en haut des créneaux, pour pouvoir tirer, naturellement, hein. Et puis il y avait une pièce, on entrait, une table au milieu, et puis des lits tout autour, là, pour se reposer. Bon, ça a sûrement existé, ces photos, ces tranchées aussi, puisqu'il y a des photos. Mais disons que ça a surtout existé pour les journalistes et les hommes politiques qu'on envoyait au front. Les autres, c'était des trous, creusés dans la terre et souvent bien moins profondément qu'on le croit. C'était des fossés hâtifs, plus ou moins consolidés, à mesure que les mois passaient. Et surtout, c'était la boue. Dans les belles photos de l'Illustration, il y a des caillebotis par terre pour qu'on se mouille pas les pieds. Bah, vous pensez s'il y avait des caillebotis partout? Il y avait de la boue, oui, et on vivait dans la boue, on mangeait dans la boue, on tirait dans la boue. Et le soir, eh ben on se couchait par terre, dans cette boue. Bon, évidemment, en hiver, cette boue se solidifiait, bien sûr. Mais l'hiver, il faisait froid. Tenez l'hiver 1914-1915, abominable l'hiver 1914-1915. Et surtout, rien n'a été prévu, on n'a pas d'équipement, on n'est pas préparé. Alors on crève de froid. Et des milliers de soldats, en enlevant leurs chaussures le matin, trouvent leurs pieds gelés, les doigts de pied qui tombent. Oui, enfin bon, ceux qui arrivent au bout, ils ne sont pas très nombreux. Mais bon, c'est déjà un léger succès, hein? Et le lendemain, un ordre. D'abord la Mouliat, prenez des hommes, et allez nettoyer la tranchée allemande qui est là-bas. Bon, fait Mouliat, qui est volontaire? Alors dans la tranchée, on n'est pas très chaud. En fait, personne n'est volontaire. Alors Mouliat fait, bon, je vais y aller tout seul, hein. Et puis il y a Bachakou, un copain, un gars du pays, avec Mouliat, ils se connaissent depuis longtemps. Il fait, bon je vais avec toi. Et puis il y a aussi un petit jeune qui vient d'arriver, lui on ne sait pas pourquoi, mais il fait, les gars, je vous accompagne. Et les 3 gars partent. Ils sortent de la tranchée. Ils traversent le no man's land. Ils arrivent à la tranchée allemande. Ils descendent dans la tranchée allemande. Apparemment, il n'y a personne. Alors ils avancent, prudemment. Tout à coup, une sentinelle. Mouliat pointe sa baïonnette, l'autre lève les mains. Camarade. Bon, apparemment, il n'a pas l'air trop fanatique.
Il fait comprendre qu'un groupe d'officiers s'est réfugié dans une des arrière-salles de la grotte. Offizier, offizier. Bon, visiblement, il n'a pour eux qu'une affection très limitée. Offizier, fait Moulia, on va aller voir ça. Les gars rentrent dans la casemate. Ça doit être une ancienne carrière, parce qu'il y a des colonnes tous les 5 mètres. Et tout à coup, il tombe nez à nez avec un officier allemand en train de se raser. Les 3 fusils pointés, l'Allemand qui lève les mains, puis il sort son portefeuille et montre sa photo. Il a 3 enfants. Drei Kinder! Drei Kinder! Ne me tuez pas! Prisonnier. Les gars continuent d'avancer. Et ils vont arriver dans une autre salle de la casemate. Et là, ils vont tomber sur un groupe de 7 officiers allemands autour d'une table, avec un grand gâteau et une bouteille de vin blanc. Ils se rendent prisonniers, eux aussi. Tout va bien. Moulia envoie le jeune. Va chercher du renfort. Puis on pousse les Allemands vers le haut de la tranchée. Les renforts arrivent et on les ramène dans les lignes. Alors le colonel, il est drôlement content, hein, c'est normal. Le colonel, il fait « Caporal Moulia, vous avez accompli une action d'éclat. » Alors Moulia regarde Bachakou et il dit « T'as vu Bachakou, on a accompli une action d'éclat. » Seulement voilà, il proteste, Chrono. « Bah oui, quoi, moi le jour de la révolte, j'étais à 40 km d'ici. » Ah, zut, il était à 40 km, on ne peut pas le garder sur la liste, ça serait pas bien. Bon, alors on raye Chrono. Mais il faut quand même qu'on prenne un caporal, sinon on dira qu'on a jugé que des hommes du rang, sans grade. Un caporal. Qui est-ce qu'on pourrait bien prendre comme caporal? Eh bien, on choisit Moulia, bien sûr, parce qu'il était là. Et c'est comme ça que le 7 juin 1917, ils arrivent à 12 au Conseil de guerre à Mézy. Conseil de guerre qui a été établi dans la grande salle d'une école. À gauche, vous avez l'accusateur, le commandant Oliveri. Moulia le connaissait, c'était un ancien marchand de poissons d'Osgore, un grand blond. Vincent Moulia, il avait toujours confiance. Ben oui, il se disait, mais quand même, on va pas me tuer. Pas moi, c'est pas possible. Je serai gracié. Mais dans la nuit, il entend du bruit. Un piétinement. Des hommes qui prennent position dans la cour. Il écoute et il entend nettement 2 types qui parlent en patois. C'est son patois à lui, Moulia, de la région de Pau. Et le premier type dit à l'autre, « Quand même, hein, moi j'aurais jamais cru qu'on me fasse faire un truc pareil. » Et l'autre lui répond, « Non mais tu sais, moi je tirerais pas sur eux, hein. Moi je tirerais à côté, ou bien je tirerais en l'air. » Et Moulia comprend. C'est le peloton d'exécution, plus une minute à perdre. Alors Moulia va réveiller le gendarme d'Aribert qui dort. « Chef, réveillez-vous, réveillez-vous !»« Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il a, Moulia? Qu'est-ce qu'il a? »« Ben chef, j'ai la colique. »« Eh ben quoi, Moulia, t'as la colique? »« Mais chef, je veux aller au cabinet. »« Oh, ouais, Moulia, tu nous emmerdes. Si c'est pressé, tu fais par terre. »« Oh ben non, chef. C'est pas une réponse, ça. Levez-vous, levez-vous. » Alors, en maugréant, Daribert se lève et se dirige vers la porte d'entrée. Bon, on y va. Il l'ouvre, il sort, il rejoint les autres gendarmes et il bavarde avec eux. Pendant ce temps, Vincent Moulia tire doucement la porte vers lui, la referme, tourne la clé dans la serrure. Le gendarme d'Aribert est enfermé dehors. Alors Moulia retire ses chaussures, tire sur le fil de fer qui se déroule et grimpe en enfonçant ses doigts et ses orteils dans les trous du treillage. Arrivé en haut, il attrape le piquet, repousse la plaque de tôle, passe péniblement par l'étroite ouverture et hop, le voilà dehors. Vincent et Berthe sont allés habiter à Landrette, dans la petite maison de Berthe. Amnistié, Vincent? Oui, mais pas réhabilité. Pourtant, toute l'amicale du 18e régiment a pris sa cause. Des démarches ont été faites, des officiers ont témoigné. Je dis, mais quand même, c'est pas possible. Il faut que Moulia soit réhabilité. Et le capitaine Lasserre, qui est mort au Val-de-Grâce, souhaitait plus que personne que Vincent Moulia soit réhabilité. Alors il a fait venir à lui un de ses anciens camarades de tranchée, le sergent Nicole. Il lui a dit, « Nicole, je vais mourir. Reprenez l'affaire en main. Il faut réhabiliter Moulia. » Réhabiliter? Il paraît que ce n'était pas possible.
Parce que même si Vincent était amnistié pour fait de mutinerie, il avait déserté. Alors, il aurait fallu qu'il revienne à son régiment avant la fin de la guerre. Revenir à son régiment avant la fin de la guerre pour être fusillé. C'est pas raisonnable. En 1952, Pierre de Chevigné, secrétaire d'État à la guerre, a rendu à Vincent Mouliat sa carte de combattant. Il a donc eu droit à sa retraite de combattant. Mais il lui faudra encore attendre des années avant de récupérer définitivement sa croix de guerre.